Bienvenue tout le monde au nouveau podcast La dureté du mental. Mon nom est Mathieu Duchesne, je suis propriétaire entraîneur-chef à Explode Performance. Explode Performance qui est une entreprise qui développe les joueurs de hockey principalement durant l'été avec plusieurs camps. On travaille avec des gars Ligue nationale, Ligue américaine, plein de ligues professionnelles. On travaille avec des gars midget 3, juniors majeurs. Et puis, on collabore beaucoup aussi avec des préparateurs physiques et tout récemment avec un préparateur mental qui s'appelle Alain Vigneault, qui est un psychopédagogue depuis une trentaine d'années. Il a travaillé avec plusieurs athlètes de renom. Il a participé à 6 Jeux olympiques, travaille avec des gars de Ligue nationale, Ligue américaine, travaille avec des plus jeunes aussi. Donc, avec Alain, on a eu l'idée de créer ce podcast-là durant le confinement pour venir en aide à tous les joueurs de hockey, que ce soit parents, coachs, joueurs, amis, tout simplement fans de hockey pour venir en apprendre sur la préparation mentale pour les joueurs de hockey. Dans le podcast, on va avoir des invités, on va avoir des joueurs professionnels, des joueurs juniors majeurs, on va avoir des amateurs pour vraiment venir illustrer un peu c'est quoi la préparation mentale, à quoi ça sert, pourquoi c'est important dans la performance d'un joueur de hockey. Et puis, sans plus tarder, je vous laisse avec le premier épisode de notre podcast qui est vraiment une introduction à la préparation mentale. Ça met la table pour tous les prochains épisodes de la série. Donc, bon visionnement. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Tous les podcasts vont être sur la chaîne YouTube. Dans un futur très rapproché, on va être sur plusieurs plateformes. Pour l'instant, c'est un processus qui est assez long. Mais si vous voulez voir tous les nouveaux épisodes, c'est YouTube, Facebook, à Explode Performance. Puis sur YouTube, la chaîne La dureté du mental. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec le premier épisode. Ah oui, je voulais remercier aussi. Tout le podcast. Je veux remercier Alain pour sa collaboration qui, en ce moment, il est complètement dans le jus avec le confinement. Je pense que c'est un gars qui est apprécié. Puis je veux remercier aussi le Studio Nord-Est qui nous a aidés pour tout ce qui est le montage, l'intro qu'on voit au début, tous les petits trucs qu'ils nous ont donnés pour faire le montage de nos podcasts. Donc, je voulais remercier le Studio Nord-Est. Allez sur leur page Facebook. C'est des gars incroyables, des fans de hockey. Donc, je tenais à les remercier. Donc, je vous laisse avec le premier épisode qui est une intro à la préparation mentale. Donc, sans plus tarder, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment une intro à la préparation mentale. On va vraiment venir expliquer qu'est-ce qu'est la préparation mentale, puis on va pouvoir appliquer ça aux joueurs de hockey. Fait qu'Alain, sans hésiter, je vais te laisser la parole sur ça. Oui, puis tu vois-tu un inconvénient à ce qu'on partage un PowerPoint? Non, vraiment pas. Non? Tu peux le faire. Fait que, oui. ouais, parce que bon, les gens, on va aller voir ça. Mais écoute, on va peut-être dire ce que c'est pas. On va peut-être dire ce que c'est pas. La préparation mentale, ce que c'est pas une histoire de problème. Hein, c'est pas une histoire de problème. Oui, il y en a parfois, mais c'est pas une histoire de problème. Il y a des mythes à déconstruire. De toute façon, de plus en plus, les gens font de la préparation mentale. Et je donne un exemple. Un des plus vieux programmes de préparation mentale est en Nouvelle-Zélande présentement avec la filiale des All Blacks, qui est très connue dans le monde du rugby. Les enfants commencent à la maternelle à faire de la préparation mentale structurée dès l'âge de 4-5 ans. Parce que l'enfant a naturellement cette faculté d'imaginer. Évidemment qu'une des plus vieilles stratégies en préparation mentale, on sait que c'est l'imagerie ou la visualisation. Mm-hmm. Les enfants ont ça. Donc, on utilise toutes ces stratégies naturelles qu'ils ont pour leur aider. On leur enseigne à se fixer des objectifs, on leur enseigne à imaginer par le jeu, etc. Donc, la préparation mentale, c'est une partie importante de la performance. Alors, ce que c'est pas relié à des troubles de psychologie. C'est pas il ne faut pas avoir d'une psychopathologie pour venir voir un consultant en préparation mentale. Parce qu'en général, les gens appellent ça des préparateurs mentaux. Ben, moi, je ne prépare pas personne. Moi, j'accompagne les gens à ce qu'eux se préparent. Hein? Donc, on n'est pas des préparateurs, on est des gens, des consultants en préparation mentale. Mm-hmm. Donc,
Moi, dans mon bureau, il y a toutes sortes de personnes, puis les gens viennent et puis ils sont très contents. Les enfants peuvent sortir, puis ils peuvent voir un joueur de la NHL, un joueur de la AHL. Puis fait que c'est très dynamique puis il n'y a pas de honte à ça. Ça fait partie des 4 déterminantes de la performance. OK. C'est un peu ça. C'est pas. Ce que c'est pas la préparation mentale, c'est pas fait pour seulement les gens qui ont des problèmes mentaux ou psychologiques. Non, c'est ça. Ça va venir vraiment donner on va venir ajouter un aspect à un entraînement, si tu veux, pour performer, là. Fait que ça va venir Oui. aider la performance d'un athlète, là, ça, c'est sûr et certain, là, puis des personnes en général, mais c'est comme tu dis, c'est pas une problématique qu'on vient corriger, c'est vraiment, on vient aider l'athlète ou la personne à performer, dans le fond. Oui, c'est un peu comme moi, j'aime beaucoup donner des exemples comme les préparateurs physiques, des coachs techniques comme toi, des coachs de hockey. Quand je dis aux jeunes puis qui ont des mythes, puis c'est normal qu'il y ait des mythes parce que c'est pas encore très connu, même si c'est plus utilisé, je dis aux gens, quand tu vas voir ton coach technique ou ton préparateur physique, ton kinésiologue ou peu importe, ou la nutritionniste ou peu importe, ben, tu n'as pas nécessairement un problème. Cet intervenant-là t'aide à te développer. Alors, c'est la même chose quand tu viens ici. Ah, ouais, là, ils comprennent ça, tu sais. Puis même les gars de la NHL, je peux te dire que quand ils viennent dans le bureau, ils n'ont jamais trop investi de façon rigoureuse. Par contre, une statistique importante, Mathieu, on sait que la littérature nous dit que 96% des athlètes, y compris les joueurs de hockey, font de la préparation mentale de façon Naturel. presque à tous les jours, naturelle. Mais sur ce 96 %-là, 98 de ce 96 %-là ne savent pas qu'ils en font parce que ce n'est pas développé de façon consciente, structurée et rigoureuse. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si tu as un consultant en préparation mentale qui sait bien questionner, il va aller aider le joueur de hockey à faire émerger ses stratégies naturelles. Il s'agit juste d'avoir un consultant en préparation mentale qui sait comment utiliser l'habileté du questionnement. Alors, je vais aller demander patience un petit peu aux auditeurs. Ah, mais c'est intéressant, là. Ça veut dire que un joueur de hockey fait de la préparation mentale sans le savoir. Fait que s'il est accompagné, c'est un asset incroyable, là. Lui, là, il peut. Tout à fait. Il peut juste simplement avoir des astuces ou que tu l'aides à se préparer. Il vient de stepper up, mettons, par rapport aux autres. Un gars que c'est son année de draft, junior majeur, qui est midget espoir, puis qu'il a ces outils-là, ben, il peut stepper up ouais. énormément. Là. Oui, bien, je vais donner un exemple de ce qu'on appelle, on appelle ça en psychologie, parce que je mêle la psycho un peu, parce que je suis formé en psycho aussi. On appelle ça une approche qui est maïeutique. L'approche maïeutique, c'est que imagine-toi un puits. Le puits, tu fais émerger l'eau du puits. Tu vas chercher toi-même l'eau. Mais notre approche au Québec, l'approche qu'on appelle dans les instituts d'enseignement, c'est une approche qu'on appelle docere. L'approche docere, c'est une approche qu'on appelle qui est basée sur le modèle déficit à combler. Donc, tu as quelqu'un en avant qui te donne de l'information, puis le jeune, il reçoit. Il mâche, puis il essaie de le métaboliser, il essaie de l'intégrer. Ça fait des jeunes athlètes que quand on les questionne puis qu'on veut savoir comment ils s'y prennent, qu'ils ne savent pas quoi répondre. Parce qu'au niveau des neurones, ils ne sont pas habitués. Donc, si tu dis à un jeune sur la glace comme toi, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as vu, il va avoir de la misère. Parce qu'en général, les joueurs de hockey, c'est des exécutants, comme tous les athlètes. Mais quand tu commences à le questionner, c'est un peu rouillé là-dedans. Alors, je vais te donner un exemple. Un joueur de hockey que j'ai eu dernièrement, qui venait me voir l'année passée pour confiance en soi, un gars de la NHL. Il venait me voir pour la confiance en soi, puis en dedans de 2-3 rencontres, il a senti que ça a bondi. Ben, c'est pas à cause de moi, là. Mais il me disait, et souvent les Québécois ou les gens dans notre culture américaine, on pense que la confiance, par exemple, c'est quelque chose qui apparaît et qui part. Ça apparaît, ça s'en va, ça apparaît, ça s'en va. C'est triste de croire ça parce qu'on n'a aucune voix au chapitre quand on pense ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pouvoir dans notre croyance si on croit que j'ai rien fait pour ça. Puis c'est vraiment une croyance populaire. Puis là, le joueur de hockey s'assit, puis il attend le début de son match, puis il espère-tu, lui, là, que la confiance va être au rendez-vous.
Et là, on peut même juste le questionner à 4 questions. On peut utiliser 4 questions, puis même nos auditeurs, pour les gens qui vont nous voir, peuvent se questionner là-dessus. Moi, j'ai un tableau, mais on peut les dire, les questions. Quand tu penses à ton niveau de confiance, puis que monté, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi les actions que tu as posées? Et là, tu laisses aller ton cerveau. Même si ça peut être, je suis allé promener mon chien avant un match. Ben, même si ça n'a pas rapport, peut-être que ça l'a plus, parce que le fait de promener son chien, peut-être que ça le détend, ça change ses idées, puis il diminue l'effort de ses neurones, son effort de concentration. On ne sait pas. Donc, il faut se questionner, qu'est-ce que j'ai fait depuis une semaine ou deux qui explique que ça a monté mon niveau de confiance. Après les actions, qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête? Quel a été mon monologue interne qui fait en sorte que j'ai augmenté ma confiance, que ça a contribué à augmenter ma confiance? Est-ce que j'ai généré des images? Ben oui, j'ai pensé à mon coach. La visualisation, dans le fond. Ben oui, puis ça peut être de la visualisation, mais ça peut être aussi des images qui sont apparues puis que je me suis servi. Et la quatrième question, qui, elle, on va aller dans le sens de la culture qu'on ne sait pas trop si on a vraiment une contribution volontaire, c'est qu'est-ce qui a été différent? Peut-être que le joueur de hockey peut me dire, ben, depuis 2 semaines, je joue seulement des matchs à domicile, puis je suis vraiment plus fort à domicile. Bon, ça, on peut dire, ouais, OK, fait que t'es pas nécessairement, t'as pas de voix au chapitre là-dessus, mais là, on peut tirer des principes. OK, cool. Donc, toi, quand tu joues à domicile, tu es plus confiant. Nice. Maintenant, utilise ce match-là. Visualise-toi dans ce match-là, même quand tu es visiteur. Et là, tu vas commencer à intégrer des choses. Alors, c'est 4 questions de base. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que je me suis dit? Quelles sont les images que j'ai utilisées? Et qu'est-ce qui a été différent? C'est 4 questions qu'on peut se poser pour faire en sorte de voir est-ce que j'ai vraiment pris action sur ma confiance. Et quand on pose ces questions-là, on peut voir qu'il y a le jeune joueur de hockey que j'ai travaillé, là, je me rappelle, après 2 rencontres, on avait 20 stratégies. 20 stratégies qu'on a relevées naturellement qu'il y avait. Et là, après ça, il peut les appliquer. Et il ne savait pas qu'il avait fait ça. Mais en discutant ensemble, en lui posant des questions, c'est pas banal, là. Mais ces 20 stratégies-là, maintenant, ça ne peut pas être lourd mentalement avant une game à penser à ça, dire OK, il faut que je fasse ça, 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 ou ça se fait. Tu vas travailler dans un processus que ça va se faire plus naturellement puis que ça va. Ben, c'est naturel. C'est Ouais. naturellement. On sait que naturellement, il va utiliser des trucs. Maintenant, quand que l'athlète est conscient de ces choses-là, quand le joueur de hockey est conscient, lorsque, en préparation mentale, arrive le temps de construire des routines ou des micro-routines, alors là, on peut aller puiser dans les stratégies qu'il utilise déjà. Parce qu'en général, les stratégies en préparation mentale qui sont naturelles, que le joueur va nous expliquer, quand on regarde les livres, les bouquins, c'est tous dans les bouquins. C'est-à-dire que naturellement, c'est cool parce que tu te dis, regarde, tu fais ça, puis je vais te montrer quelque chose scientifiquement qu'un tel, par exemple, Vallerand ou Gould ou Cox, des chercheurs très connus, qui ont écrit. Regarde, c'est là. Puis moi, je peux lui montrer, là. Regarde, c'est écrit ce que tu fais, naturellement, sans l'avoir appris, c'est écrit. Je vais donner un exemple. Un jeune joueur de hockey, je me rappelle un midget, on travaillait sur ses contractions musculaires quand il était tendu, contracté. On a un exercice qu'on appelle l'entraînement à l'intensité relâchée. Puis là, l'exercice, c'est pas compliqué, c'est que tu t'assois, tu peux te mettre debout, assis, couché, les yeux ouverts, les yeux fermés, c'est toi qui décides. Tu es à la maison, puis là, tu commences à faire un body scan, c'est-à-dire tu montes, tu conscientises chaque partie de ton corps, puis aussitôt que tu as une petite contraction, tu arrêtes, puis tu trouves un moyen, la seule chose que tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit de masser. Mais tu trouves un moyen naturel, ça peut être de te parler, ça peut être d'imaginer que quelqu'un te masse. Si tu as été en massage, facile. Ça peut être d'imaginer que c'est enrobé de chaleur. Ça peut être de faire de la respiration. Ça peut être juste de penser beaucoup, beaucoup, beaucoup à la contraction, puis ça se dissipe. Ça peut être carrément de penser à d'autres choses, un souper que tu as eu agréable, donc de changer ton focus. Puis quand le spasme ou la tension musculaire descend, on continue le body scan. Ben, je vais te dire une chose, là, qui sortent plein de choses. Les jeunes, ils sortent plein de moyens qu'on utilise en stratégie mentale. Plein. Alors, tu imagines quelqu'un qui le fait, puis qui le fait, puis qui le fait, il va arriver en match, il sent une petite tension qu'il n'a pas besoin, qu'il n'aime pas, parce qu'il l'a entraîné à la maison, il va prendre 3-4 respirations ou il va visualiser autre chose. Boum!
ça va disparaître. Mais si c'est entraîné, Ben si oui. c'est pas entraîné, ça ne marche pas. Fait qu'exemple, un match 7 de série, ça peut être dans un tournoi, une finale. Ça, c'est des trucs qu'il va pouvoir utiliser, puis juste bien se sentir, être loose, être prêt. On C'est appelle bon, ça ça. amener son niveau d'activation là où il le veut. Puis parfois, ça n'arrive pas, mais il y a d'autres stratégies pour ça. Fait que donc, le consultant en préparation mentale, il va questionner, il va faire émerger des stratégies déjà existantes et il va, à la fin de chaque entrevue, peut-être pousser une stratégie en le faisant pratiquer dans le bureau ou si on est par Zoom, peu importe. Puis là, tranquillement, il va faire une prescription. Donc, il y a des grilles d'entraînement mental qui existent au même titre que des grilles d'entraînement physique. OK, je comprends bien. Mais est-ce que ça, par contre, mettons, durant l'été, OK, Ouais. on a des joueurs qui sont sur la glace, qui s'entraînent beaucoup hors glace. Ça peut être combiné, ça, dans le fond. Pour vraiment, ces trucs-là, tu peux les faire soit avant ton entraînement, soit avant d'embarquer sur la glace pour que ça devienne un automatisme ou quelque chose pour être prêt pour ta saison, dans le fond. Fait que ça s'entraîne l'été, tu sais, aussi, là. Oui. Ben, en fait, la préparation mentale, c'est une question. Tiens, je vais aller sur le PowerPoint, puis on reviendra. OK. Alors, si tu veux bien. Alors, si on regarde, tout d'abord, je vais aller, attends un petit peu, je vais vous mettre ça en plus beau, là. Donc, tu me diras si je reviens sur les diapos. Bon, par exemple, si on utilise, si on définit c'est quoi les 4 pattes de la performance. Ça, c'est un bonhomme qui s'appelle Wayne Halliwell, qui est un bonhomme, un pionnier en préparation mentale, qui a sorti cette petite table-là que je trouve bien intéressante. Tu sais, la performance, il y a 4 pattes. Il y a la performance, les stratégies tactiques, les systèmes de jeu, machin, que les joueurs entraînent tous les jours, puis que les coachs, vous travaillez fort là-dessus. Il y a l'aspect physique, qui est très développé l'été et maintenu durant la saison. Hein? Tout le volume musculaire, la masse musculaire, la force, la puissance, l'explosion, l'endurance, etc., cardiovasculaire. C'est tous les aspects physiques. Et la nutrition, l'alimentation sportive et le sommeil. L'aspect technique, ben là, les lancers frappés, les virages, le coup de patin, tous les aspects techniques du hockey. Et finalement, l'aspect mental qui est la patte la plus faible. Hein? Est-ce qu'on accepterait de manger sur une table où il y a une patte faible qui peut casser? Ben, désolé de vous dire ça, mais l'aspect mental, c'est l'aspect la plus négligé. Pas parce que les gens, c'est des cabochons puis des cons, là. C'est pas ça que je dis. C'est que c'est pas entraîné. C'est pas entraîné. C'est parce qu'elle n'est pas entraînée. Je vais donner un exemple, un joueur de hockey qui entraîne son aspect mental. Puis ça, tous les gens qui écoutent ça, ils feront ça. Tu vas voir, déjà, ils vont être meilleurs. Des squats. Tous les joueurs de hockey font des squats. Right? Bon. Ben là, tu t'amènes une gommette. Tu sais, moi, te sortir ça. Là. Une gommette, une petite gommette bleue, là, comme ça. Là. Hein? J'amène une gommette, là. Puis là, tu amènes ça dans ton sac. Puis quand tu fais des squats, tu colles une gommette à la hauteur de tes yeux ou un petit peu plus bas. Fait que là, tu dois travailler des aspects techniques de ton mouvement, mais en même temps, tu dis, durant toute la durée de mon squat, je focus sur la gommette. Alors là, tu fais ce qu'on appelle l'entraînement d'une attention qu'on appelle une attention étroite, externe. C'est-à-dire qu'un joueur de hockey, qu'est-ce qu'il fait quand il passe la rondelle, puis un gardien de but? C'est qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à gauche, il fait la lecture de jeu. Exact. Ça, c'est ce qu'on appelle il prise l'information qu'on appelle l'attention externe large. Mais quand il décide où il lance, il faut qu'en une fraction de seconde, il ait fait une prise de décision, et 2, il doit focusser ce qu'on appelle une attention externe étroite. Fait qu'il passe de large à étroite. Quand tu fais la gommette, là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 2 attentions. Tu fais de l'attention interne, c'est-à-dire tu sens tes abdominaux, tu travailles tes côtes. Ça, c'est de l'attention interne étroite. Mais en même temps, tu vises la gommette. Attention externe étroit. Donc là, tu es en train de travailler 2 types d'attention en même temps. Et au hockey, je m'excuse, mais il y a plein de champs attentionnels stimulés en même temps. Si l'athlète ne fait pas ça, ben, il ne travaillera pas de façon rigoureuse. Donc, en faisant en grossissant un jambon, les cuisses puis les quads, en grossissant ça, tu es en train de travailler ton aspect. Oui, parce que là, tu es en train de te dire, parce qu'on sait que quand on devient faible en squat, qu'on devient comme en lactate, très fatigué, ben là, on commence à fermer les yeux, on plisse puis on force. Mais si je dis, peu importe le niveau de fatigue, et on sait que la concentration en tension diminue sous l'effet de fatigue, on sait que si
je m'efforce de garder les yeux bien focusés sur ma petite gommette, là, ça va me demander au niveau de mes neurones plus d'efforts. Ça va me demander meilleure attention et donc la concentration qui est une action dirigée sur la gommette. Alors là, tu as un joueur de hockey qui, en même temps qu'il travaille physique, travaille sur le plan mental. Puis puis je connais la réponse, mais je vais te la poser quand même. Souvent, on voit des joueurs qu'au niveau bantam, midget, sont dominants. Fait qu'ils ont l'aspect technique, ils ont l'aspect tactique, ils ont l'aspect physique. Puis quand ils arrivent, puis je pense qu'aujourd'hui, quand les gars frappent un mur, ils le frappent solide. Oui. Vu que l'aspect mental est moins développé, n'est pas préparé, n'est pas entraîné, bien, c'est là qu'on voit. Puis souvent, on se posait la question, hey, lui, il était dominant, lui, dans tel calibre, il était fort, puis l'autre, du jour au lendemain, bien, il a arrêté de jouer au hockey. Ça, c'est sûr que ça doit s'expliquer par ça. C'est que mentalement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs, là, on s'entend, l'environnement puis tout, mais c'est sûr que l'aspect mental n'a pas été entraîné ou pratiquement pas. Bien, en fait, ce qui est intéressant dans ta question, ta remarque, c'est que si on fait, moi, les plus grandes, les plus grandes conneries que j'entends, c'est quand je vais aux Jeux olympiques. Ça, là, il y a des conneries parce que tu entends souvent, le sport, c'est 80% dans la tête, c'est erreur mentale, il a choqué mentalement. Alors moi, souvent, quand les journalistes me parlent de ça ou d'autres personnes, je dis, OK, ça veut dire que vous autres, sur un budget, si vous avez 2 millions par année de budget ou 1 million ou 300 000 pour l'équipe nationale X, ça veut dire que si c'est 80% dans la tête, tu as mis 240 000 sur la préparation mentale. Ou tu as mis sur 1 million 800 000 sur la préparation mentale. Il faut arrêter, là. Ben oui. En même temps, ce qu'ils veulent dire, 80% dans la tête, ça veut dire quoi? Quand tu es dans un aspect, mettons que tu veux apprendre un one-timer au hockey, qui est un geste technique complexe, là. Exact. Hein, tu as plusieurs habiletés là-dedans. Là. Ben là, synchronisme, puissance, développement de puissance, précision, il y a plein de choses. Puis je sais qu'il y a un bonhomme sur Internet qui est super. Là. Moi, les joueurs de la NHL, ils vont travailler avec, qui s'appelle Dr. Shot. On regarde comment il travaille, c'est très, très, très technique. Mais le joueur, là, qu'est-ce que tu penses qu'il fait pour améliorer, naturellement, pour améliorer son geste technique? Il va faire de la visualisation. Ben oui. Donc, le mental est imbriqué dans le technique. Prenons notre exemple. Physique. Tu es en dessous de la barre à squat. Puis là, après, tu es rendu dans la deuxième série. Puis là, après, tu as 8 répétitions à faire. Puis là, tu as 4. À la quatrième, même à la troisième, ça commence à chauffer. Puis là, tu commences à abandonner dans ta tête. Je le sais, je me suis entraîné longtemps. Tu abandonnes, puis là, tu commences à dire, ben là, c'est pas grave si j'en fais rien qu'une de moins. Puis là, tu es en négociation avec ton mental. Et tout à coup, boum, il se passe quelque chose. 6, 7, puis là, 8, puis là, je la dépose. Qu'est-ce qui se passe qu'au niveau physique, l'athlète a été capable de passer par l'étape de vouloir abandonner et tout à coup, il y a un switch qui se fait. Il a peut-être pensé à une séquence où il s'est fait shifter, puis que là, il s'est dit « Ah non, cette année, il ne me ferait pas shifter. » Il a peut-être pensé à la Coupe Stanley, il a peut-être pensé à son draft junior majeur, puis là, ça a fait... Là, il y a eu une espèce d'image et une augmentation de l'énergie qui a fait en sorte qu'il a fait ces 8. Donc, l'image mentale a été présente dans le physique. Ou encore, quand tu choisis entre une salade de poulet puis ta pizza, alors que ton samedi était ton day off au niveau de ta surveillance alimentaire, puis le dimanche, ta famille mange la pizza, puis toi, tu dis le day off est fini, mais maudit que ça me tarde. L'athlète va commencer à se parler, puis dire non, je peux pas, là. Et puis, il va penser à des choses. Donc, mentalement, ça influence ses choix alimentaires. Et même chose sur le plan tactique, quand un joueur de hockey commence à étudier ses jeux ou s'imagine. Le mental est partout, sauf que le tactique, il n'est pas partout. On ne retrouve pas le tactique dans toutes les 3 autres pattes de la table. Ni le physique, ni le technique, mais le mental, on le retrouve dans les 3 autres pattes de la table. Donc, si le mental n'est pas entraîné, la table n'est pas droite. Mais attention, ça ne veut pas dire parce que mentalement, je m'entraîne que je vais faire les pros. Toi, là, quand tu coaches de l'aspect technique... Tu donnes des chances, par contre. Ben là, en fait, c'est que tu installes les dispositions. Toi, quand tu t'entraînes un gars sur le plan technique, tu vas-tu lui dire, si tu fais ça, tu es drafté junior majeur, tu montes pro. Ben non. Les gens vont partir en courant dans ton école. Là. C'est ça, tu te peins ça dans le coin de toute façon. Là, exactement. Puis un préparateur physique ne dira pas ça. Mais en général, quand les gens arrivent en préparation mentale, ils vont dire « Ah, j'ai fait les exercices, mais je ne score pas trop au but. » Attends, c'est pas ça. Là.
Il faut avoir la même logique pour la patte mentale que pour les 3 autres pattes. On va dire, si tu visualises, tu vas être bon à faire de la visualisation. Si tu respires en situation de stress, tu vas être bon dans la respiration pour l'utiliser en situation de stress. Si tu fais tes micro-routines, tu te prépares mentalement, tu vas être bon pour ça. Donc, et là, tes 4 pattes sont installées, la table est droite et toutes les dispositions de la performance sont en place pour que toi, tu arrives dans un état de confiance. Dire, tactiquement, I'm good. Techniquement, I'm good. Physiquement, j'ai fait mon travail. Done. The job is done. Puis mentalement, j'ai fait mes devoirs. Maintenant, à la grâce de Dieu, puis j'y vais. Ce que je trouve intéressant, si tu veux qu'on enchaîne là-dessus, est la performance. Tantôt, j'ai parlé de performance, puis je trouve que cette définition-là, elle est hyper importante. J'imagine que tu la vois à l'écran. Mm-hmm. Oui. Qu'est-ce que c'est la performance? C'est de faire ce qu'un joueur de hockey sait faire à un moment précis. Exemple, tir de barrage. Le coach t'envoie une mission. Bon, rien de plus. 5 contre 4, 4 contre 3, peu importe. Ou une mise au jeu importante. Comme tu l'as entraîné des milliers de fois et pendant des milliers d'heures. Si un joueur de hockey qui panique veut faire plus que ce qu'il est habitué à faire, qui veut faire, par exemple, des fling-flang avec des manœuvres de hockey parce qu'il a trouvé ça cool, mais ça ne marche pas, ça. Donc, on veut que le joueur, la performance, c'est de faire un moment précis où ça compte et rien de plus que j'ai entraîné pendant des milliers d'heures et des milliers de fois, tout en se protégeant des menaces qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est une menace qui vient de l'intérieur? La gestion des émotions, les peurs, le monologue interne que je me donne négatif. Ça, c'est toutes des menaces, le stress. Et de l'extérieur, la foule, les conditions, joue-tu visiteur, les joueurs adverses, ce que les joueurs mettent, le coach, la présence d'un dépisteur. Mais quand on y pense bien, tout ce qui est de l'extérieur, c'est l'invention de l'être humain, ça. Mais avec quoi je le gère? C'est avec l'intérieur. Alors, si tu remarques, Mathieu, dans cette définition-là, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de mot draft n'est pas là, il n'y a pas de mot argent, il n'y a pas de mot podium, il n'y a pas de mot résultat, il y a juste un processus. Mais cette définition-là, je l'adore parce que si on se lance dans le développement des habiletés mentales, c'est avec 2 clés de succès, pas plus. L'athlète doit apprendre à répéter par l'entraînement mental. Il doit s'entraîner à la maison. S'il consulte un intervenant en préparation mentale, il va avoir des grilles d'entraînement mental pour apprendre tranquillement à se développer. Et quand il va être bien développé sur une habileté mentale, par exemple la respiration, il va la faire à la maison et rapidement, il va la faire en pratique durant ses entraînements. Et il va la faire en match aussi. Donc, il va développer ça. Ça, c'est la première chose. Donc, la préparation mentale, c'est une question de répétition et d'entraînement. Et après ça, ne pas avoir d'attente. On le disait. Je fais les trucs, just do it, comme Nike dit. Mm-hmm. Alors, je fais ce que j'ai à faire, je m'entraîne et je sais que je vais être meilleur mentalement, mais je n'ai pas d'attente sur scorer 3 buts parce que je fais de la respiration ou de la visualisation. Ben oui. Même principe que de l'entraînement physique durant l'été. C'est pas parce que tu lèves 200 livres au squat que tu vas scorer 3 goals. Par contre, tu te donnes des chances d'être plus fort puis tu te donnes des outils à être meilleur. C'est le même principe. Oui. Ben, gardien de but, c'est ça qu'il va faire. Un gardien de but, c'est plus fort avec ses jambes, il va peut-être être plus puissant dans ses déplacements. Mais est-ce qu'il va être meilleur dans ses déplacements? On ne sait pas. Mais on sait qu'il va avoir du jus dans les jambes. Alors, lorsqu'on commence comme un one-timer, ben, quand tu commences, tu ne commences pas. Quand tu apprends à patiner, tu n'apprends pas par un lancer frappé, tu apprends à patiner. Mais quand tu commences un travail d'un développement d'une habileté mentale, ben, tout d'abord, tu éduques. Tu commences dans une phase d'apprentissage, dans une zone calme. Après, tu l'intègres dans des zones un petit peu plus nerveuses, comme en pratique. Puis cette habileté-là, tu la mets dans des routines de performance et des micro-routines. Et par la suite, tu le peaufines, tu raffines tes habiletés mentales. C'est comme ça que ça se développe une habileté mentale. Comme les habiletés techniques, tactiques et physiques. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, peut-être que je pourrais plugger quelque chose. Il existe on pourrait juste dire qu'à l'automne, moi, je travaille avec une collègue de la France avec qui j'enseigne à l'Université Clermont-Auvergne en préparation mentale en France. Et on est en train de monter un programme de formation pour que les entraîneurs, tout sport confondu, c'est une formation long terme, de peut-être 1 an et demi, 2 ans, c'est solide, où les entraîneurs vont
pour les entraîneurs qui sont intéressés à intégrer la préparation mentale de façon structurée, rigoureuse et consciente dans le développement de leurs équipes et de leurs athlètes et dans leur développement personnel. Donc, ça va être prêt à l'automne. Hier, on travaillait encore là-dessus sur un atelier, là, sur le 4e atelier, parce qu'on a une quinzaine d'ateliers, puis il y a du travail à faire entre les ateliers. Parce que nous, on croit que l'entraîneur doit, notamment au hockey, faire de la place à la préparation mentale durant et utiliser de façon structurée en donnant des exercices. Puis je te donne un dernier. Tu vas voir, c'est drôle. Tu prends une chaudière de rondelles, tu peintures des bleus, des rouges, des jaunes. Puis quand vous lancez, il y a des échappées devant le gardien, là, le joueur, il reçoit une rondelle jaune. Quand il reçoit une rondelle jaune, là, à la dernière minute, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est un lancer du poignet. Il reçoit une bleue ou une rouge, lancer du revers. Puis il reçoit, mettons, une noire, bien, ça va être un lancer frappé. Puis tu peux faire le même type de choses dans un espace restreint où les joueurs ils s'amusent avec des rondelles par groupe de 3. Puis quand le joueur reçoit une rondelle noire, passe soulevé du revers. Ou passe soulevé, passe balayé. Écoute, on va te dire une chose que les joueurs, là, 1, ils ont du plaisir. 2, ça augmente la fréquence cardiaque parce qu'il y a beaucoup de concentration. Puis 3, là, les neurones ne chauffent, je peux te dire. Ah, c'est sûr. Au niveau de la prise de décision, puis au niveau du déplacement de l'attention, de la concentration, c'est-à-dire de la concentration. Fait que tu amènes une variété de travail, tu augmentes la fréquence cardiaque parce que le système sympathique s'active. Puis je peux te dire une chose, que les joueurs, ça fait changement, puis tu sais que tu travailles la prise de décision, la concentration, puis les joueurs ils vont adorer ça. Puis tu amènes de la variété dans ton entraînement. Puis, ça, c'est des choses qu'on enseigne. Prise d'info, prise de décision, en ce moment, c'est ce qu'on veut le plus travailler pour un joueur de hockey. Là. Je veux dire, c'est à la mode, mais c'est la bonne mode parce que c'est ce qu'on veut aller chercher le plus possible. Wow, hey, merci beaucoup pour l'exercice. Ouais, peut-être que les coachs vont peut-être faire ça après ce podcast-là. Ouais, c'est Attention, sûr. Ils vont vendre la peinture en canette. Hey Alain, merci encore une fois. Merci à toi. On se reparle bientôt. Ouais, ciao.